question mémorielle est devenue presque un préalable dans l'énoncé des discours, des pratiques, des comportements, et y compris des relations économiques et politiques entre la France et l'Algérie. Cette question, par conséquent, on pourrait presque dire, empoisonne encore les rapports franco-algériens. Nous sommes sortis de ce qu'on pourrait appeler la séquence de l'oubli, en France surtout, autour de la question coloniale et de la question de la guerre d'indépendance algérienne. J'avais écrit en 1991, donc il y a plus de 20 ans, un ouvrage qui s'appelle La gangrène de l'oubli, où j'avais essayé d'expliquer, à travers cet ouvrage, toutes les stratégies très compliquées, notamment en France, de déni de la réalité et de refoulement qui aboutissaient à ne pas regarder en face l'histoire coloniale et notamment, bien sûr, dans sa phase finale, la question de la guerre d'indépendance algérienne. Si on regarde en 2012 le volume de recherche en France consacré à la seule séquence de la guerre d'Algérie, comme on dit ici, eh bien on s'aperçoit que près de 120 livres sont sortis en mars et avril 2012 consacrés à la guerre d'Algérie en France, ce qui est considérable, 120 ouvrages qui sont de qualité variable, mais un certain nombre ont été écrits par des historiens français et algériens. Une dizaine de documentaires ont été diffusés à la télévision française, ce qui est aussi quelque chose, à mon sens, d'important du point de vue de la diffusion de masse de la connaissance de cette période. Donc c'est naturellement un phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est la question de la diffusion par les images. Il faut dire aussi qu'en Algérie, il y a eu un film, donc qui n'a pas encore été diffusé, je crois, en France, consacré à Ahmed Zebana. C'est un film important qui suit le film consacré à Moustapha Ben Boulaïd, qui est un film important aussi, qui avait été diffusé, je crois, à la télévision algérienne l'année dernière en 2011. D'autres documentaires se préparent, mais surtout beaucoup de livres, de témoignages d'acteurs algériens, ça c'est très important. Beaucoup de livres de témoignages d'acteurs, de ceux qui ont participé à cette histoire, ont été publiés en Algérie cette année et les années précédentes. Donc, on ne peut pas, par conséquent, rester dans une sorte de lamentation, du silence, de l'oubli, etc. C'est une autre étape qui commence aujourd'hui. Une autre étape qui est celle, qui est, à mon sens, encore plus compliquée peut-être que la précédente, c'est que plus nous accédons à la connaissance des rapports franco-algériens, et plus paradoxalement, la séparation s'accroît entre les deux rives de la Méditerranée. En d'autres termes, l'histoire, pour reprendre la formule de Pierre Nora, n'arrive pas à rassembler, mais les mémoires continuent de diviser. Donc la séparation des récits, donc des rapports, des sensibilités à cette histoire, est de plus en plus forte. D'un côté, on va mettre l'accent sur la fin de la guerre, qui se traduit par des massacres épouvantables dans les 3 derniers mois de la guerre, et l'exode des Pieds Noirs, le massacre des Harkis, les événements d'Oran, etc., qui sont presque une sorte de matrice centrale décisive du discours français d'aujourd'hui, à travers les documentaires, à travers les films, etc., où on a cette sorte de déchaînement de violence finale, littéralement incompréhensible, absolument dénué de sens historique, et qui entraîne une sorte de chaos, permettant de comprendre le passage à une indépendance qui sera une indépendance ensuite qui va séparer définitivement la France de l'Algérie. Alors que de l'autre côté, le récit algérien reste et s'enferme, à mon sens, de plus en plus sur le biais des origines de cette histoire, c'est-à-dire les causes, c'est-à-dire le démarrage de la guerre, donc la question coloniale, dans sa durée, c'est-à-dire c'est une inscription dans la longue durée. Et on a par conséquent aussi, dans cette façon de s'inscrire en permanence dans une durée très longue, presque, j'allais dire, l'impossibilité de penser une séquence en elle-même, c'est-à-dire une séquence historique-guerre. Alors ces deux récits historiques qui se font concurrence, qui sont en vis-à-vis, qui sont presque en face-à-face de l'histoire, eh bien, aboutissent à une séparation des récits, à une difficulté de construire, disons, un récit commun, où, bien sûr, la version algérienne nationaliste va essentiellement mettre l'accent sur la dénonciation du temps colonial long, alors que la version française va essentiellement mettre l'accent sur une violence finale et incompréhensible, et donc une séparation. Alors, à ce sentiment de séparation entre deux récits,
vient s'installer aussi un sentiment de séparation à l'intérieur des récits nationaux. C'est-à-dire la fragmentation des récits nationaux qui, eux aussi, s'aggravent. Du côté français, il est évident que le poids de plus en plus grand de certains groupes de mémoire à l'intérieur de la société française, qui se réfractent sur le plan politique directement, est de plus en plus net. Il est évident que toute une série de gestes politiques sur lesquels je n'ai pas le temps de m'attarder ont été faits par l'ancien pouvoir politique français en direction de ces groupes et de ces clientèles mémorielles, c'est-à-dire qu'on donne effectivement et on installe dans l'espace public et politique français des groupes qui étaient souvent marginalisés dans le discours politique, qui existaient bien sûr sur le plan social, mais qui n'avaient pas de porte-parole, de représentation symbolique ou politique dans l'espace public français. Or, précisément, ces groupes qui déclinent d'ailleurs démographiquement ont au contraire, à l'inverse de leur déclin démographique, une visibilité, une représentation symbolique de plus en plus forte dans la société française. Mais il y a bien sûr d'autres groupes qui contestent cette version, bien sûr néocoloniale de l'histoire, et qui entrent en concurrence et en conflit en fabriquant des récits différents. Ce sont bien sûr les enfants ou petits-enfants des émigrations, notamment l'immigration algérienne en France. Cette fragmentation des récits, elle existe aussi du côté algérien. Parce que du côté algérien, ça a été dit avant moi, notamment par la vérité, qui vient d'intervenir sur cette question du populisme. Il est évident que pendant très longtemps, le discours dominant était celui d'une sorte d'homogénéisation du discours autour de la notion d'un peuple uni, unanime, anonyme et héroïque. Cette conception-là de la société, pour aller vite, se fracture. Derrière tout cela, sur le plan politico-culturel, la question berbère, qui est aussi une question importante, avec tous les débats autour d'Amir Rouge, bien sûr, qui ont été très importants dans ces dernières années. Bien sûr aussi le retour de figures importantes comme celle de Messali, avec un colloque sur Messali Hadj qui s'est tenu à Tlemcen cette année, en septembre 2011. Donc c'est quand même un événement à la fois politique, culturel et historien, qu'on le veuille ou non, considérable. Donc avec la réinstallation de cette figure sur un champ, disons, culturel et mémoriel, mais qui heurte, qui pose problème encore, notamment par exemple la puissante ONL, bien sûr, son national Djahidine, qui n'est pas d'accord du tout. Pour vous dire qu'il y a, dans cette réinstallation sur le champ politique, historien et mémoriel, eh bien, il y a des difficultés, il y a des oppositions, mais ça apparaît, ça émerge. Et il y a, qu'on le veuille ou non, là aussi, eh bien, derrière les personnages de Ferhat Abbas, de Messali, Abad, Mirouche, tout ce qu'on veut, etc., on a effectivement cette sorte d'indice de pluralité des discours. Et ça, c'est très important, du point de vue de la fabrication, de la construction d'un récit mémoriel, ou plutôt du passage d'un récit mémoriel à un récit historien. Je crois que, pour terminer, et pour essayer d'ouvrir aussi un débat sur cette question, je dirais d'abord qu'en France comme en Algérie, on n'en a pas fini avec la connaissance du champ historique de la colonisation. On n'en a pas fini avec cette question. On en est au contraire qu'à ses débuts. Dans la recherche, il ne faut pas oublier que tout au long des années 1970-80 en particulier, très peu de chercheurs français, pratiquement une poignée de chercheurs français qui travaillaient sur les questions coloniales. Une poignée, j'insiste dessus, une poignée, pendant 20 ans. Peut-être 3, 4, en tout cas, une nouvelle génération de chercheurs est apparue, bien sûr, aux alentours des années 2000, mais c'est encore extrêmement insuffisant. La question de la séquence coloniale française n'en est qu'à ses balbutiements, sur le plan de la découverte historique, sur des nouveaux objets d'histoire, de la brutalisation des sociétés, de l'économie, et du développement du capitalisme en relation avec, naturellement, l'installation coloniale. Ce sont des questions extrêmement importantes, extrêmement graves, et qui sont encore à mettre en chantier. Je dirais que du côté de l'Algérie, bien sûr, ça a été dit avant moi par Malik Amal, il y a des difficultés, bien entendu, sur l'écriture de l'histoire, elle l'a souligné, mais je dirais que ce problème du franchissement de la barre symbolique de 62, de la révolution de 62, elle n'est pas propre à
il n'y avait pas d'historien marocain travaillant sur le coup d'État de 1971, Boufti, ça n'existe pas. C'est pas simplement propre à l'Algérie, cette question-là. Le problème du franchissement du seuil et du passage à ce qu'on pourrait appeler la construction de l'histoire immédiate, c'est propre à l'ensemble du monde arabe. Donc je dirais que du côté algérien, bien sûr, il y a aussi cette recherche historienne qui doit se poursuivre sur les questions de la colonisation et du post-colonial, donc de la survivance des traces de la colonisation dans les conduites de société, etc. Mais je ne crois pas que le développement académique suffira, c'est-à-dire la production académique suffira. Il y a, je crois aussi, des questions à caractère politique très compliquées, très complexes, et qui en fait relèvent de deux sortes, d'une analyse qui pourrait être sur deux axes. Soit il s'agirait de produire un récit français qui consisterait, grosso modo, à reconnaître ce qui s'est passé au temps de la colonisation, qui permettrait de lever les hypothèques, de lever les problèmes qui existent entre la France et l'Algérie depuis maintenant plusieurs années. C'est une démarche qui, par exemple, pourrait s'inspirer de l'exemple de discours qui ont été déjà faits à Sétif à propos des massacres de 1945, et qui est une démarche importante, ou un discours politique général, disons, permettrait peut-être de revenir sur ces questions-là. Je précise que ce type de discours très général, de dénonciation du système colonial, a été fait en décembre 2007 à Constantinople. Je renvoie les lecteurs attentifs à ce discours de Nicolas Sarkozy, qui dénonçait l'injustice et la cruauté du système colonial par le président de la République française, en décembre 2007 à Constantinople. Le problème, c'est que le soir même, il arrivait à l'Élysée pour recevoir les harkis et les pieds noirs, leur disant surtout ne faites pas attention à ce que je raconté cet après-midi, ce qui compte, c'est ce que je vais vous dire ce soir. Donc évidemment, le discours il s'est évanoui et évaporé le jour même. Oui, tout le monde l'a oublié. Mais tout ça pour vous dire que des discours très généraux de dénonciation du système colonial, par exemple à la faveur de la mort d'Aimé Césaire, il y en a eu, il y a déjà eu des discours comme ça. Je crois que moi, le deuxième axe sur lequel il faut réfléchir, c'est à ce type de discours très général, il faut réfléchir à des choses évidemment concrètes, sur le plan politique et historique. Quand je dis des choses très concrètes, je pense à ce qui s'est passé pendant la guerre d'indépendance algérienne, avec les expériences atomiques au Sahara, avec l'utilisation du napalm dans le nord constantinois, avec la disparition de Maurice Audin, avec la disparition de 3024 Algériens qui ont disparu pendant la bataille d'Alger. Ça, ce sont des choses très simples, très concrètes, très évidentes, très accessibles, sur lesquelles à la fois les historiens et les hommes politiques peuvent s'associer pour demander la déclassification d'archives et savoir ce qui s'est passé exactement. Je plaide davantage, disons, sur ce type de démarche que sur des démarches idéologiques abstraites ahistoriques, pour aller vite, de dénonciation qui, quelquefois, sont prononcées et retombent dans l'oubli le lendemain matin. Est-ce que, dans le fond, adopter ce type de démarche ne consiste pas à légitimer le pouvoir politique algérien aujourd'hui? Est-ce que ça ne rentre pas dans ce type de démarche, de légitimation, ou tout simplement d'accéder à une demande de l'État algérien qui viserait à ne pas aborder sa propre responsabilité dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le post-colonial, la post-indépendance, viserait à évacuer, disons, ses responsabilités dans la suite de cette histoire. C'est un risque, bien sûr. Je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer ce risque, mais en même temps, il faut se référer aux expériences qui existent au plan mondial. Au plan mondial aujourd'hui, il y a par exemple des démarches de même type et des difficultés de même type qui existent entre la Chine et le Japon sur le plan de la colonisation japonaise en Mandchourie. Et s'il faut attendre que la Chine devienne un État démocratique qui se débarrasse du parti communiste chinois pour qu'enfin on reconnaisse toutes les cruautés commises en Mandchourie, je crois qu'on risque d'attendre très longtemps. Réfléchissez à ces questions-là. Je suis pragmatique et réformiste. Je pense qu'il faut avancer pas à pas. Je vous remercie.